Les familles LGBT elles-mêmes se reconnaissent comme des familles. Ce sont des familles à part entière. Leurs enfants reconnaissent aussi qu'ils sont dans une famille, tout simplement. De 2016 à 2023, l'enquête Savie LGBTQ a examiné les expériences d'inclusion et d'exclusion sociale vécues par les personnes de la diversité sexuelle et de genre dans des domaines de leur vie importants à leur épanouissement. Dans le cadre du projet, des milliers de personnes LGBTQ+ qui habitent au Québec ont partagé leurs expériences et leurs témoignages. Je m'appelle Christian et je vous emmène au cœur de leur parcours d'inclusion et d'exclusion, une thématique à la fois. Dans cet épisode, être parent. Certains noms et certaines voix que vous allez entendre ont été changés afin de protéger les personnes concernées. Il y avait 6 mois quand j'ai commencé à faire ma transition. Il a grandi en me voyant changer avec la barbe puis tout ça. Pour lui, je suis sa mère, il m'appelle maman puis tout ça, mais il n'y a absolument pas de problème à savoir que je fais le changement pour devenir un homme. À l'école aussi, mes filles l'expliquaient souvent qu'elles n'ont pas de père. Des fois, les enfants comprennent pas. On a beau réexpliquer. Non, mais ça se peut pas. T'as sûrement un père quelque part. Peu importe leur histoire et les liens qui les tissent, les familles LGBTQ+ sont avant tout des familles comme les autres, qui jonglent avec leur lot de défis. Que ce soit dans les médias ou dans le quotidien, elles sont de plus en plus visibles, occupant fièrement leur place dans toutes les facettes de notre société. C'est d'ailleurs un portrait vibrant que nous avons tracé avec l'enquête Savie LGBTQ+, portrait qui témoigne de leur diversité. De toutes les personnes qui y ont répondu, 19% étaient parents. De ce nombre-là, plus d'1 sur 2 étaient des femmes cisgenres lesbiennes, bisexuelles ou queer, 1 sur 4 était un homme cisgenre gay et 14% étaient des personnes trans. Dans le dernier épisode, on a donné la parole à l'intimité de 4 parents qui, à travers le don de sperme, l'adoption et la gestation pour autrui, ont bravé de nombreux obstacles pour fonder une famille. Alors que ce dernier explorait la conception, on plonge aujourd'hui dans leur réalité quotidienne pour comprendre leur joie, leur peine et surtout, ça ressemble à quoi faire famille dans une société hétérosexiste où tout semble réfléchi en fonction d'un seul modèle familial. Lors du dernier épisode, Mona Greenbaum et Lance Strillen, tous deux membres de la coalition des familles LGBT+, ont raconté le parcours parfois difficile, parfois formidable, qu'elles ont emprunté pour concevoir leurs enfants. On les retrouve maintenant pour en apprendre plus sur leur vie de tous les jours. Alors que les enfants de Mona Greenbaum sont aujourd'hui des adultes épanouis, les jumeaux de Lance Strillen, âgés de 6 ans lors de la conversation, grandissent dans un foyer où l'amour et l'authenticité sont omniprésents. Dès leur plus tendre enfance, Lance et son coparent ont choisi de leur révéler l'histoire de leur conception avec douceur et honnêteté. On a bien nettoyé, puis on a gardé la fiole dans laquelle il y avait, le sperme dedans. On a gardé les seringues, on a tout gardé pour pouvoir leur retracer un peu leur histoire de vie, pour vraiment leur expliquer que c'est cette personne-là qu'on ne connaît pas, qui a fait un don de soi, qui a aidé mamie et maman à vous avoir. Et puis, on continue là-dessus. Fait que maintenant, à 6 ans, ils comprennent bien que cette personne-là, ils disent juste merci à cette personne-là qui, en fait, n'a rien à voir avec eux. Si je peux ajouter un peu, la recherche nous dit que ce soit des familles homoparentales ou hétéroparentales, c'est pas comme le manque d'information sur le géniteur qui va faire une différence pour les enfants, comme s'ils connaissent le donneur de sperme ou non. Ça va pas faire comme des dommages en termes de difficultés à développer ou adapter ou s'identifier ou des problèmes dans sa vie. En fait, ce qui vraiment crée des dommages, c'est de garder tout ça secret. Puis c'est sûr que dans les familles homoparentales, veut pas, on peut pas cacher le fait qu'il y avait eu une tierce partie dans ce projet-là. Dans une famille hétéroparentale, on peut prétendre que comme les 2 parents étaient biologiques, mais dans des familles homoparentales, on n'a pas le choix.
Parlons maintenant du contexte d'adoption, où le lien avec la tierce personne est tout autre. L'enfant a des parents biologiques avec lesquels il peut être resté un certain temps au début de sa vie, et pour certains, qu'il voit toujours lors de visites supervisées. Ça fera toujours partie de lui. Mais quand l'enfant reconnaît ses parents adoptifs comme ses véritables parents, c'est-à-dire quand il se tourne vers eux pour le réconfort, le jeu, la réponse à ses besoins, c'est sans contredit une grande source de gratification. C'est ce qu'on appelle le sentiment de filiation. Quand le parent en processus d'adoption s'identifie comme le parent de l'enfant dont il prend soin, entre autres parce que l'enfant lui renvoie le message qu'il le considère, lui, comme son parent et personne d'autre. C'est exactement ce qui est arrivé à Gary, père de 2 enfants adoptés en banque mixte au Québec, qui sont maintenant adultes. La banque mixte, c'est des rencontres avec les parents biologiques, c'est des visites supervisées de l'enfant avec ses parents biologiques qui peuvent créer parfois beaucoup de difficultés pour l'enfant. C'est pas facile, mais c'est aussi extrêmement gratifiant parce que c'est un enfant qui est placé avec nous depuis très longtemps, qui petit à petit nous prend comme ses parents. L'adoption, c'est un voyage émotif pour les parents autant que pour les enfants, qui trimballent dans leur bagage les souvenirs de leurs parents biologiques, tout autant que l'amour pour leurs parents adoptifs. La gestation pour autrui, quant à elle, peut être un chemin vers la parentalité tout aussi poignant, quoique bien différent. C'est le cas pour Stéphane, qui avec son conjoint sont devenus pères en 2020 grâce à la GPA. Loin, dans l'Ontario, à 10 heures de route de chez eux, la femme qui a porté leur enfant continue de vivre sa vie, mais reste une partie intégrante de leur histoire familiale. Dans notre cas, en fait, on a des contacts presque toutes les semaines. Pour nous, c'est important que mon fils il sache d'où il vient. On lui dit souvent dans quel ventre il a été. On a un album photo avec la famille de la femme porteuse qui, elle, avait déjà un enfant avant. Elle a eu un autre enfant après. Donc, il connaît aussi le nom des enfants. Donc, pour lui, ça fait partie de la famille élargie, on va dire. Cette situation dépeint un lien unique en son genre, qui n'arrive ni dans un contexte de don de gamètes, ni dans les processus d'adoption, sauf peut-être lors d'une adoption au sein de la famille élargie. Il est fréquent que les pères inscrivent la femme porteuse dans le récit familial de leur enfant, notamment en raison de leur reconnaissance, mais aussi pour que les enfants connaissent leur histoire. Ils la reconnaissent donc souvent comme une personne généreuse qui a aidé leur famille à en devenir une. Puis, les enfants grandissent, trop vite, comme le disent tous les parents. Et avant qu'ils aient eu le temps de cligner des yeux, vient le temps de débuter le parcours scolaire. Ce passage-là est un moment pivot pour tous les parents, littéralement pour tous les parents, peu importe leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Cela dit, les familles LGBTQ+, doivent souvent prendre les devants pour s'assurer que leur enfant soit accueilli avec bienveillance et inclusivité dans son nouveau milieu, où l'hétérosexisme est souvent omniprésent. Et c'est à refaire à chaque changement d'école, de la garderie au secondaire. Mais il y a des défis pour nos familles en termes de comme nos interactions avec les établissements. Donc, par exemple, la non-représentativité de nos familles dans les écoles. Donc, un enfant peut passer des années dans une école sans qu'on mentionne qu'il y a d'autres types de familles que la famille hétéroparentale. C'est important qu'on prépare ce terrain-là pour nos enfants. Aussi bien à la garderie qu'à l'école, il faut qu'on parle à tous leurs professeurs, il faut qu'on explique c'est quoi leur réalité. Puis ça dure jusqu'à l'école secondaire où ils ne veulent plus qu'on explique ce genre de choses à leurs professeurs ni à personne. Mais toute cette première phase-là, on est très présent dans tous les milieux pour justement être un peu leur porte-parole. Quand vient le temps d'accompagner leur enfant dans leur premier pas à l'école, tous les parents veulent ce qu'il y a de mieux. Comme la diversité familiale fait pas partie intégrante du programme scolaire, les personnes enseignantes peuvent choisir d'aborder le sujet de la diversité familiale ou pas dans leur classe. C'est pourquoi plusieurs familles LGBTQ+,
ressentent le besoin d'expliquer la réalité de leur enfant aux enseignants et à la direction, pour s'assurer de l'ouverture du personnel, mais aussi pour leur permettre d'être outillés afin de répondre aux questions des autres enfants qui font preuve de curiosité et d'ouverture en s'intéressant à la famille de leur ami. Les parents préparent ainsi le terrain à un accueil chaleureux et inclusif, question que leur enfant soit accueilli avec amour et que leur famille, peu importe sa structure, soit comprise et respectée. Ici, on a un super beau poster avec différents types de familles. Ça, je vais donner une petite anecdote. Donc, j'ai des jumeaux, mais qui ne sont pas dans la même classe. Et j'ai donné cette affiche-là aux 2 maîtresses de mes enfants. Il y en a une qui a tout de suite, oui, qui a mis sur le mur, qui a expliqué à tous ses élèves. L'autre nous a renvoyé ça dans l'agenda en nous disant, je ne parlerai pas de sexualité maintenant avec les enfants. Donc, bien sûr, il y a une grosse différence entre parler de composition familiale, de genre, d'identité de genre, d'expression de genre et de parler de sexualité. Même si plusieurs personnes enseignantes se montrent très ouvertes, nos données révèlent que 8 parents sur 10 ont déjà été considérés, à tort, comme étant hétérosexuels et cisgenres par le personnel des établissements scolaires et de garde. Plus de la moitié ont ressenti un traitement différent, se voyant catalogués comme « famille spéciale », tandis que les 2 tiers ont souligné l'absence de formulaire adapté aux configurations familiales autres que père et mère. Et justement, les formulaires reviennent très souvent dans les récits d'invisibilisation et d'exclusion des familles LGBTQ+. Malgré toutes les questions que s'était posé le couple depuis le début du projet parental, une question récurrente leur avait échappé: qui est le père et qui est la mère? Alors que beaucoup de parents biffent instinctivement l'identité parentale qui leur correspond pas afin d'adapter le formulaire, ça n'en demeure pas moins lassant. Je pense que la question souvent qui revient, c'est vraiment la question des formulaires. Ils aimeraient qu'il y ait beaucoup plus à faire au niveau de la représentation directe pour les familles, de dire, OK, on est ouvert, on accepte tout le monde, on sait qu'il y a d'autres familles, mais alors, quand on doit venir inscrire nos enfants à l'école, s'il vous plaît, faites-nous voir que vous acceptez nos familles, que vous reconnaissez nos familles et qu'on n'a pas besoin de barrer le mot père ou le mot mère à chaque fois dans les formulaires ou même simplement dans la manière dont c'est écrit. La réalité de l'inclusion n'est pas uniforme et le degré d'ouverture et d'acceptation varie considérablement d'un milieu à l'autre. Plusieurs avancées ont tout de même été réalisées ces dernières décennies, ce qui montre que la société a évolué dans la bonne direction. Dans certains secteurs, les portes se sont grandement ouvertes, offrant des opportunités équitables à une diversité de personnes, peu importe leur origine, leur identité de genre ou leur capacité. Mais dans d'autres contextes, les progrès sont plus lents et les vieilles habitudes ou préjugés persistent, freinant l'inclusion. Des fois, une simple activité de bricolage, comme faire des cartes pour la fête des mères ou la fête des pères, suffit à catalyser les tensions. À la garderie, ça a été très ouvert, il n'y a pas eu de problème avec le fait qu'on soit 2 papas. C'est assez même plutôt bien géré au niveau des fêtes des mères, fêtes des pères. Genre, toujours le même exemple, dans la classe d'un de mes enfants, il y a la fête des mères, la fête des pères, bon, mais ceux-là, on de maman, on fait des choses à la fête des mères, puis à la fête du parent, c'est l'autre parent n'a pas encore eu, on fait 2 choses là-dessus. Donc là, ça a été pour les grands-parents, les grands-pères, vous avez des grands-pères. On a tendance à croire des fois qu'il y a il y a des grands pas à faire. Mais quand on parle d'établissement, parfois, ce sont des petits pas. Ce sont ces petits pas-là qui vont faire en sorte qu'on va arriver vers les grands pas. Ça, c'est la preuve que des mesures d'accommodement peuvent être adoptées simplement. La garderie et l'école primaire présentent déjà leurs défis uniques. Mais souvent, c'est l'adolescence qui soulève les plus grandes inquiétudes chez les parents LGBTQ+. Comme pour tous les parents, les défis se transforment et évoluent avec l'âge de l'enfant. Ils s'adaptent à chaque étape de sa vie. Comment ça va se passer quand mon enfant va grandir et
la période adolescente notamment, quand on va lui faire plus des réflexions sur le fait qu'il est de papa. Mais bon, ça, on verra en temps et lieu en espérant que la société évolue. Selon Mona Greenbaum, l'adolescence est souvent la période où les enfants vont retourner les questionnements vers eux-mêmes, vers leur famille. Dans la période où les enfants ont comme 12-13 ans, l'âge de conformité, donc de découvrir que son père est gay peut être mal perçu. Mais comme pour les enfants qui grandissent dans ces familles-là, c'est plutôt comme la découverte, un moment que comme, oui, je viens d'une famille différente, et puis encore cet âge de conformité où les enfants qui étaient très ouverts à l'école primaire, soudainement, en commençant le secondaire, peuvent dire je veux pas parler beaucoup de ma famille. Je vais garder ça un peu plus secret avant de savoir. En même temps, comme il y a des familles où il y a une annonce, comme, donc par exemple un enfant qui est né dans une famille hétéroparentale où le coming out de un ou des parents a été fait tardivement. Donc là, particulièrement quand ça arrive vers l'adolescence, un enfant peut vraiment trouver comme l'annonce que son père est gay ou sa mère est lesbienne, peut trouver ça difficile. De leur côté, les parents adoptants peuvent aussi être confrontés à certains défis particuliers. Moi, je suis un homme blanc, marié à un homme d'origine mexicaine et nous avons 2 enfants d'origine haïtienne. Disons qu'on n'est pas la famille la plus typique sur Terre et les liens familiaux entre nous ne sont pas reconnaissables à première vue. Donc, ça peut poser parfois des problèmes ou créer des situations qui sont un peu différentes. Lorsque les enfants étaient bébés, c'était peut-être moins le cas parce que c'est évident, quelqu'un qui se promène avec un bébé dans les bras, je pense que les gens reconnaissent facilement que c'est une situation d'adoption. Lorsque les enfants étaient plus âgés, bon, c'était quand même différent. On a vécu des situations à tout le moins intéressantes. Lorsque les enfants étaient jeunes, il y avait toujours la supposition qu'il y avait une mère, quelque part. Alors, on avait des commentaires du style « Ah, la mère doit avoir congé aujourd'hui » ou encore des femmes qui viennent nous aider avec différentes choses, changer une couche, nourrir le bébé, etc. Plus tard, il faut expliquer beaucoup de choses. Il faut expliquer des choses à la garderie. Il faut s'assurer que le milieu est accueillant. Les pères homosexuels doivent souvent conjuguer avec des préjugés. Si on les voit seuls avec leur bébé, les gens s'émerveillent, les félicitent de prendre le relais, comme s'ils donnaient un répit à une mère imaginaire. Mais quand ils réalisent qu'il n'y a pas de mère, les sourires se changent parfois en froncements de sourcils. Comme si l'amour d'un père était moins naturel, qu'il était moins apte à prendre soin d'un enfant qu'une mère. Alors que c'est pas du tout le cas. Ces doutes ne s'arrêtent pas là. Parfois, c'est le système même qui semble remettre en question la structure de leur famille. Quand c'est le temps de voyager, les familles LGBTQ+, doivent choisir avec soin leur destination, optant pour des endroits où l'homophobie est moins prévalente, pour éviter des confrontations avec les résidents locaux, avec les autorités frontalières ou même policières. Mais même ici, chez elles ne sont pas à l'abri des regards inquisiteurs et des commentaires déplacés. Il y a des policiers qui nous ont arrêtés et nous ont, comme ça, dit « Vous êtes visiblement pas une famille ». C'est des choses qui sont dures, c'est des choses qui sont dures à entendre comme adulte, mais des choses qui sont très déstabilisantes pour un enfant issu de l'adoption qui ne ressemble pas à ses parents. Et on essaie tous, je pense, de créer une identité familiale et de l'avoir déstabilisé par une personne en autorité, c'est jamais évident. Jamais évident du tout. Je me souviens de ma fille qui était particulièrement sensible à ce moment-là, avait l'impression qu'on allait peut-être l'enlever puis la mettre dans une autre famille. Donc, c'est le genre de choses qu'on affronte régulièrement. On en parle beaucoup avec les enfants. À la fois, c'est difficile, mais ça nous rend plus forts aussi, là, puis peut-être plus solides comme famille. La conversation porte sur bien plus que la tolérance. Elle concerne la visibilité et la reconnaissance. Il s'agit d'affirmer leur présence dans le tissu social, d'être acceptés et intégrés comme une famille parmi les autres familles. Cette réalité appelle à des actions concrètes,
à des gestes qui, au quotidien, peuvent contribuer à un changement profond et significatif au vivre ensemble, qui s'apprend justement à l'école. Cette modification de la perception, elle a lieu en ce moment même grâce à des gens comme Lance et Mona. La première stratégie, c'est de montrer que tu as une famille. Et tu es allé à l'école, tu emmènes tes enfants de la même manière que les autres parents vont emmener leurs enfants à la rentrée. Bien, à la rentrée, il y a 2 parents, 3 parents, 4 parents. On emmène nos enfants à l'école. Je ne vais pas demander à l'autre famille qui est là, c'est quoi ta composition familiale? Ben alors, c'est la même chose. La chose qui fait la plus grande différence des gens pour sensibiliser, c'est juste la présence de ces familles qui vivent leur vie ouvertement. C'est comme, on voit de plus en plus des familles comme ça dans toutes les écoles du Québec, et puis c'est vraiment ça qui fait évoluer la société. C'est ça qui a changé la chose, qu'on a commencé à vivre nos vies ouvertement, même si on est obligé de barrer le père ou la mère dans les familles qui sont toujours 20 ans plus tard pas adaptés, mais quand même, on met les noms des 2 mères ou des 2 pères. Et puis, c'est ça que, de plus qu'on est visé, plus que les gens commencent à évoluer, être sensibilisés. On voit que c'est des familles comme toutes les autres familles. On veut que nos enfants mangent du brocoli et puis qu'ils font leurs devoirs, tout ça. Et après ça, c'est ça que, pour moi, a fait le plus grand changement en termes de l'évolution des attitudes. Des familles comme toutes les autres, oui, avec leur routine quotidienne. Faire les devoirs, le souper, les bains, le dodo. Le quotidien des familles LGBTQ+. C'est avant tout de se rappeler c'était le tour à qui de s'asseoir en avant dans l'auto, de gérer la crise de la petite sœur qui rentre dans la chambre de son frère sans cogner. Malgré les micro-agressions et l'hétéro-cis-normativité de certains formulaires et processus, être parent de la diversité sexuelle et de genre, c'est surtout les fêtes en famille, les moments de danse improvisés en préparant le brunch du dimanche et les samedis soirs cinéma, tous emmitouflés sous la même couverture. Les familles LGBT elles-mêmes se reconnaissent comme des familles. Ce sont des familles à part entière. Leurs enfants reconnaissent aussi qu'ils sont dans une famille, tout simplement. Cet épisode a été coproduit avec la Chaire de recherche du Canada sur la procréation pour autrui et les liens familiaux. Sa vie LGBTQ est un projet de la Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres de l'Université du Québec à Montréal. Il a été financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et a été développé avec la collaboration d'organismes communautaires, de syndicats et d'institutions publiques et parapubliques et de chercheurs universitaires, sans lesquels rien de tout cela n'aurait été possible. L'équipe tient à remercier toutes les personnes qui ont généreusement partagé leur savoir et leurs histoires de vie, sans qui la réalisation de ce balado n'aurait pas été possible. Pour consulter l'intégralité de la recherche Sa vie LGBTQ, rendez-vous sur le site web du projet, disponible dans la description de cet épisode.